Deuxième partie de la grande interview avec aujourd'hui sur notre plateau le président de Samsic Facility, Guy Rouleau. On parlait dans la première partie de l'activité Airport. Vous l'avez créée dans le groupe Samsic. C'était en quelle année? C'était il y a 10 ans. D'accord, 10 ans. Vous êtes présent maintenant jusque dans 22 aéroports à l'international? 25 maintenant. 25, puisqu'on vient de prendre la sûreté de l'aéroport de Bordeaux après avoir pris il y a quelques mois celle de Nice. Ouais. Et puis on a aussi une présence à travers d'autres métiers que la sûreté sur, je l'ai dit tout à l'heure, les DOM-TOM, la République dominicaine, la Guyane, la Réunion. Voilà. Et l'idée à chaque fois, c'est d'amener les métiers dans un écosystème qui s'appelle un aéroport où il y a deux cibles, les infrastructures, donc par exemple la sûreté, et les compagnies aériennes, l'assistance aux compagnies aériennes. On fait chargement, déchargement des avions, le ticketing, les plans de vol des pilotes, enfin on fait pas mal de choses. L'assistance aux personnes à mobilité réduite. Les assistances aux personnes à mobilité réduite, c'est d'ailleurs quasiment comme ça qu'on a démarré, puisqu'on a pris le site de Roissy en assistance à la mobilité réduite sur le T2F, et on a développé cette expertise, parce que c'est toujours pareil, quand vous avez des collaborateurs qui savent faire leur métier et qui le font bien et qui progressent, en règle générale, vous êtes beaucoup plus confort pour continuer. Alors ça, c'est un secteur en pleine croissance, puis c'est une vraie réussite chez vous, puisque ça s'est confirmé encore récemment, puisqu'en 2017, eh bien, vous avez racheté 80% du numéro 3 de la sûreté aéroportuaire, qui était la filiale d'Aéroports de Paris, UpSafe. On a eu un débat familial avec mon cher frère. Je n'étais pas trop emballé par le fait. Dimanche midi. Je vais lui faire un clin d'œil, là, s'il regarde. C'était de dire on va acheter ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je ne regrette pas. Il a eu tout à fait raison. Pourquoi? Parce que. Vous n'étiez pas d'accord au départ? Non, je n'étais pas d'accord parce que je considérais que nous avions déjà un socle existant sur la sûreté et qu'acheter une affaire comme celle-là, c'était prendre un risque à la fois économique et commercial. En fait, non, parce que j'avais juste oublié, c'est que UpSafe a une véritable expertise. Les équipes d'UpSafe viennent de le démontrer en prenant d'ailleurs le contrat de l'aéroport de Bordeaux. Ouais. Ils ont une véritable expertise appuyée sur des années. Ils étaient dans un écosystème qui s'appelle Aéroport de Paris, donc ils avaient à la fois les deux côtés de la caméra. Et aujourd'hui, ça nous a permis au contraire de comporter complètement le socle de cette activité. On doit avoir à peu près, je crois, 2600 salariés au total. On se retrouve parmi les majeurs du monde de la sûreté qui va très vite. Et puis on suit un environnement qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, fait partie des environnements qui progressent toute l'année de 6, 7, 8%. Ouais. Puisque le volume, vous le savez, le trafic passager, le volume d'activité des aéroports, quel qu'il soit, est toujours en forte hausse. On le voit sur les DOM-TOM où nous sommes présents, donc c'est un univers forcément sur lequel on surfe avec plaisir. Ça justement, cette acquisition, ça vous positionne juste derrière le numéro 1 et leader historique, qui est ICTS. Est-ce que, quelque part, le fait de vouloir prendre la tête du classement, c'est aussi un objectif? Nous, on n'a jamais voulu prendre la tête de quoi que ce soit. C'est pas notre objectif. D'ailleurs, être premier, deuxième, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est d'avoir la certitude que la vision que vous avez, la stratégie que vous avez est la bonne, et que vous avez surtout les moyens et les ambitions, les moyens de vos ambitions, la réelle capacité à pouvoir à la fois financer, soutenir, développer cette activité. Donc oui, bien sûr, on se retrouve parmi, je crois, les 2 ou 3 premiers, il paraît. Très bien, j'en suis bien aise. Mais vous savez, ça va, ça vient, hein, c'est comme dans le foot. Hein. C'est ça. Donc l'idée, c'est de garder la ligne directrice. Hein. De rester en Ligue 1. Et de rester toujours en pointe. Par contre, vous êtes très peu présent dans la sécurité électronique. Est-ce que c'est une volonté? C'est une erreur stratégique. D'accord. Bien sûr. Vous l'avouez? Oui, très clairement, oui. Bien sûr. On s'est fortement concentré sur la prestation humaine. À un moment, on avait regardé comme ça, un peu du bout parce qu'il faut quand même se rappeler que nous sommes une entreprise familiale. On ne va pas chercher d'argent, on ne lève pas de fonds, on n'a pas d'obligations, on n'est pas de l'autre côté en bourse. Ouais, donc forcément, on a une capacité de financement qui est liée à la capacité de financement de l'entreprise elle-même, à générer des résultats, mais elle n'est pas infinie. Donc à un moment, vous êtes obligé de faire des priorités, des priorités. Quand on a développé la partie sécurité, effectivement, on s'est posé la question d'électronique, mais on s'est posé trop tard. D'accord. Faire des acquisitions d'électronique aujourd'hui, c'est lourd, c'est très onéreux. Il y a beaucoup de monde qui est en attente de ce type de cible. Donc effectivement, on a pris du retard là-dessus. Pourtant, il y a une vraie convergence entre la surveillance humaine et l'électronique. Bien sûr. Donc effectivement, on a une activité électronique, mais elle est bien trop faible au regard de ce qu'on devrait faire. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous, on est en train de créer aujourd'hui une petite structure qu'on va appeler Samsung Tech, qui va nous permettre de loger en fait des innovations et puis surtout un département innovation, acheter des solutions électroniques ou des solutions technologiques ou digitales qui nous permettra de servir l'ensemble de nos métiers. Alors, on résume un peu entre la première partie et ce début de seconde partie. Belle réussite aéroportuaire. Oui. Stagnation en gardiennage. Oui. Peu ou pas en électronique. Oui. Quels seront les chantiers du futur chez Samsic? Les chantiers du futur? Structurer l'entreprise. Vous savez, je ne sais pas si c'est un endroit pour en parler, parce qu'on va sortir un peu du cadre. Ce groupe est passé d'1 à 2 milliards en l'espace de 7 ans.
Il est passé du monométier au multimétier. Il est passé de la monoterritorialité à la multiterritorialité. Et puis regardez la tête de un de ses 3 ou 4 dirigeants. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'âge, le vieillissement de la structure de tête. Donc aussi, l'idée, c'était d'avoir la capacité à transférer la gouvernance. Donc on parlait tout à l'heure de l'intérim. Thierry Geffroy, qui est le gendre de mon frère, va prendre bientôt la présidence du groupe, à l'occasion de ses 50 ans. Bien sûr, on sera là pour le soutenir autour, mais l'idée, c'est de pérenniser l'entreprise à travers un transfert intergénérationnel. Ça reste très familial. Hein. Les filles sont concernées, les gendres aussi. Je vous êtes bien informé. Vous êtes bien informé. Mon fils aussi maintenant. Mon fils aussi maintenant. C'est très sympa d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est sympa, mais ça a ses limites. Il faut être vigilant sur le fait qu'il ne faut pas s'auto-congratuler et avoir la certitude que la famille a la conviction et a la science infuse. Il faut savoir s'ouvrir à l'extérieur. Et on regarde aujourd'hui les réussites comme Peugeot et compagnie qui ont su à un moment transférer la gouvernance opérationnelle, non pas capitalistique, à d'autres dirigeants, comme Tavares et compagnie, était un bel exemple de réussite. Donc ça veut dire qu'il faut être vigilant sur le fait que oui, la famille, oui, la pérennité, oui, la volonté aussi d'assurer les salariés sur l'avenir du groupe, mais non à une espèce d'ostracisme, de cloisonnement idiot et ridicule. Donc on ouvre de plus en plus à des nouvelles compétences et des nouveaux talents. Un peu de sang frais. On va élargir un petit peu le débat. Je voulais avoir votre expertise en ce qui concerne le marché actuel de la sécurité. Comment vous le voyez? On a eu des années en hausse suite, entre autres, aux attentats. Tous responsables, tous coupables. C'est-à-dire? Oui, les donneurs d'ordre, comme tout à chacun. Nous sommes tous des acheteurs. Ouais. Tout le monde va sur Internet acheter au moins cher possible. Tout le monde va faire les Friday, machin chouette, là. Okay. Tout le monde attend les soldes, ou presque. On achète tous au moins cher possible. Aujourd'hui, un donneur d'ordre, il achète la prestation qu'il juge au juste prix. On va dire au juste prix, pas forcément au moins cher possible. Quand vous vous retrouvez face à des confrères qui ont des offres plus innovantes, ou parfois aussi beaucoup plus basses en termes de tarification, vous avez un réflexe, et le réflexe symptomatique du monde de la sécurité, c'est que vous ne voulez pas perdre votre marché. Donc vous allez, entre guillemets, vous aligner au niveau du prix. Et avec le temps, chacun d'entre nous est victime de sa volonté de conserver ses parts de marché et s'est retrouvé quelque part embarqué dans un système, dans un cercle non vertueux, où les prix baissent, nous maintenons des prix bas, nous offrons des prix bas, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est bien sûr, c'est de sortir de là. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que l'on disait qu'on ne progressait pas, nous, au niveau de la sécurité, ou très peu. Oui, mais comme vous, tout le monde crie haut et fort sur cette guerre des prix, dans cet univers particulier, qu'effectivement, un jour ou l'autre, ça peut vous porter préjudice. Mais ça a plus que porter préjudice. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de vous fédérer pour lutter contre ça? Écoutez, aujourd'hui, on ne va pas parler d'entente illicite parce que ça serait ça. C'est ça que ça voudrait dire. Et bien entendu, c'est juste inconcevable, inimaginable, ne serait-ce que juridiquement. Et Dieu merci d'ailleurs. Mais l'idée, c'est quand même, à travers ce club que nous avons créé, cette association que nous avons créée, qui s'appelle Urgence Sécurité, c'est de réunir les 10 majeurs, mais on a fait un appel à qui vient, qui veut venir, autour d'une table, pour essayer déjà de lister les choses qui aujourd'hui nécessitent d'avancer. Donc un appel au pouvoir public, un appel aux donneurs d'ordre sur le fait que gardons raison, un appel aussi à la profession en disant ne faisons pas non plus n'importe quoi, parce que je répète que quelque part, à mon sens, nous sommes tous responsables. La volonté aussi de dire maintenant il y a les instances représentatives, donc vous savez que nous avons fait un appel à Claude Tarlet et à Pascal Pêche pour que le SNES et l'USP s'unifient, parce que j'ai été administrateur du SNES, je suis membre de l'USP, je sais pertinemment que ces deux syndicats, malgré tout leur talent, ne pèsent pas assez lourd aujourd'hui face au pouvoir public et face au contexte anxiogène dans lequel on est, pour porter la parole de cette profession. Alors soyons forts, soyons unis, et portons les vrais projets, aussi ceux qui sortent du projet du rapport Fauvergue, les projets qui sortent du SNES, les projets qui sortent de l'USP. Vous savez, moi je crois beaucoup à la juxtaposition des intelligences et des bonnes volontés. Donc c'est ça l'idée, c'est de pousser un maximum à la fois sur le marché, sur les donneurs d'ordre et sur les entreprises consoeurs, pour faire avancer les choses. Alors un autre souci, c'est la législation, qui est un frein aussi dans votre secteur. Comment faire en sorte de légiférer peut-être plus facilement? Je ne saurais pas répondre à ça, Alexandre. Si vous regardez le rapport Fauvergue, vous avez vu, puisqu'il y a un continuum de sécurité. Mais déjà, quand on parle de police nationale et de police municipale, on a déjà un souci. On veut armer la police municipale, mais les maires auraient encore le droit de ne pas le faire, ce qui est déjà d'ailleurs le cas dans certaines villes. Alors que le grand public, sur un sondage, est plutôt pour. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tout le monde vit dans ce climat d'insécurité et d'incivilité. Derrière, on dit les entreprises de prestations de sécurité privée pourraient, par exemple, être en statique sur les bâtiments et ainsi de suite. Mais ok, très bien. Donc imaginons même demain des armes létales ou non létales pour nos agents, mais comme les agents municipaux d'ailleurs. On a rencontré des représentants de la police nationale et tout, parce que bien sûr on fait un peu de brainstorming avec des gens qui sont concernés. C'est pas si simple que ça. Je ne suis pas persuadé que les typologies de collaborateurs qu'on a aujourd'hui sont susceptibles d'être armés demain. Donc ça veut dire qu'il va falloir recruter de nouveaux collaborateurs, choisir des nouveaux profils,
ou choisir dans ceux que l'on a des profils existants, leur donner la compétence, la formation, mais ça veut dire, vous leur donnez une arme, vous les entraînez, vous les formez, vous les surveillez. C'est une vraie révolution. Donc et comment on fait pour assurer ce continuum de sécurité entre les pouvoirs publics, les opérateurs publics, et puis les prérogatives de droit régalien qu'on pourrait éventuellement demain nous donner, qui seraient par exemple d'être assermentés pour verbaliser un contrevenant. C'est tout un cadre réglementaire qui est à revoir. Mais par contre, c'est nécessaire. Ça marche dans certains pays. Regardez l'Espagne, aujourd'hui, ils sont armés. On n'a pas plus de problèmes, les agents privés, que dans d'autres secteurs. Et vous pensez qu'on se dirige quand même vers ça ? Je ne sais pas, nous on a créé une petite entité là-dessus, on fait comme tout le monde, on regarde. J'ai beaucoup de réserves, mais elles sont plus psychologiques et déontologiques qu'autre chose. Par contre, si demain, on travaille beaucoup en sûreté nucléaire par exemple, si demain on devait avoir des agents armés, dès lors bien entendu que le préambule nécessaire c'est la formation, le ciblage, le profilage nécessaire de ces collaborateurs-là, et l'encadrement aussi, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je pense que ça se fera pas aussi vite que ça. Pas aussi vite que ça. Et déjà, commençons par les polices municipales. Comment on règle ce sujet-là, qui n'est pas le mien, on est d'accord. On est d'accord. Juste avant de se quitter, dernier petit focus sur vous. Vous le disiez tout à l'heure, votre frère Christian, qui est le président du groupe, prépare peu à peu son départ. Hein, c'est son gendre, vous le disiez, qui devrait reprendre la direction. Et vous, dans tout ça ? Les collaborateurs qui travaillent avec moi savent que j'ai créé la sécurité, j'ai créé l'aéroporteur, j'ai créé le pôle Facility Management, j'ai créé SAMSIC Facility, j'ai structuré le groupe, j'ai ouvert l'international. Je suis celui qui a reformaté, transformé le groupe sur les dernières années, mais je ne suis qu'un transmetteur. Et c'est mon rôle, et moi ça me va très bien. Moi j'adore ce que je fais, j'ai le plus beau métier du monde. Il y a des mecs qui rêvaient d'être pompier ou astronaute ou comédien. Moi j'ai jamais rêvé d'être président. Je le suis, j'adore ce que je fais. La preuve, je suis avec vous ce soir. Moi je suis un transmetteur. Donc mon job aujourd'hui, c'est d'amener les compétences et les talents, c'est ce que je fais depuis quelques années, nécessaires, de mettre les gens à leur bonne place, de prévoir les plans de formation, les plans de réorganisation, d'intégrer l'intelligence artificielle et de donner un jour clé en main aux membres de la famille quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est un vrai bonheur à faire. La transmission, c'est magnifique. Merci beaucoup, Guillaume Rollo. Mais merci, Alexandre. J'étais ravi de vous avoir sur le plateau de la grande interview. Merci à Patrick Haas, rédacteur en chef de l'émission, ainsi qu'à la Dream Team d'Agora. Bonne journée à tous. On se retrouve dans un mois.